Bonsoir, je suis Ludovic Meurin, infirmier anesthésiste au CHU de Rennes. Bienvenue au lundi du RAR, le webinaire mensuel du groupe RAR, Recherche en anesthésie réanimation rennaise. Nous accueillons aujourd'hui le professeur Emmanuel Futier, qui est médecin anesthésiste réanimateur au CHU de Clermont-Ferrand. Il va nous parler aujourd'hui de l'hypotension post-induction. Alors, vous pourrez bien sûr lui poser vos questions après sa présentation en utilisant le chat de préférence. Donc Emmanuel, le temps que tu partages ton document, je te remercie de ta présence ici. On est très heureux et même fiers de t'avoir parce qu'on sait que tu es très occupé et tu vas pouvoir partager avec nous ton expertise sur le sujet. Merci beaucoup Ludovic, merci Hélène et merci à toute l'équipe du RAR. Alors, je vais couper effectivement ma vidéo et normalement on est tout bon. C'est Tu parfait, m'entends? c'est parfait. Eh bien allons-y. Et donc merci encore une fois à toute l'équipe de votre invitation, ça me fait très plaisir. Et on va discuter effectivement d'hypotension artérielle après l'induction de l'anesthésie. Ludovic l'a dit, je suis anesthésiste réanimateur, je travaille au CHU de Clermont-Ferrand. Euh, et on va discuter donc hypotension après l'induction de l'anesthésie. Alors brièvement, je vous déclare mes liens d'intérêt, rien qui va interférer avec la présentation de ce soir. Alors je vous propose pour illustrer un petit peu le cas que l'on réfléchisse autour d'une situation clinique, une petite vignette assez simple, vous allez voir qui est assez caricaturale mais qui va nous permettre de contextualiser peut-être un petit peu les choses. Et donc, je vous propose qu'on réfléchisse tous ensemble autour de la prise en charge au bloc opératoire donc, de ce monsieur Z, qui a 68 ans, qui, comme vous le voyez, mesure 1,75 m, pèse 80 kg, qui va être opéré d'une hépatectomie droite par laparotomie, donc une chirurgie abdominale. Dans les antécédents médicaux, renseignés en tout cas à l'occasion de la consultation de l'anesthésie, il est noté une hypertension ancienne et qui est équilibrée sous traitement. Il prend comme médicament de l'irbesartan 300 mg et il est également sous bêta-bloquant, comme vous voyez, bisoprolol. Il a également un antécédent de diabète non insulinodépendant pour lequel il prend de la metformine. Et il a également été, il y a quelques années auparavant, victime d'un accident vasculaire cérébral ischémique dont il ne garde, semble-t-il, aucune séquelle. Et comme vous le voyez, il prend également un antiagrégant plaquettaire, donc quelque chose d'assez simple. Si vous voulez bien, je vous propose d'emblée que l'on aborde la question du monitorage hémodynamique et donc je vous propose de réfléchir ensemble sur la façon dont on imagine assumer le monitorage hémodynamique et ce que l'on imagine mettre en place chez Monsieur Z. Et donc parmi les quatre propositions que je vous formule, il y a celle de l'utilisation d'un monitorage discontinu de la pression artérielle, donc par une méthode oscillométrique, le classique brassard à tension. Une méthode de monitorage continu non invasif de la pression artérielle, utilisant la technique du volume clamp, et un monitorage continu invasif de la pression artérielle et un monitorage du débit cardiaque et du volume d'éjection systolique. Je vous laisse une ou deux petites secondes pour réfléchir de votre côté sur ce que vous imagineriez mettre en place chez Monsieur Z pour, encore une fois, cette chirurgie d'hépatectomie droite par laparotomie. Seconde question que je vous propose d'évoquer ensemble, c'est celle du risque chirurgical pour ce patient. Est-ce que vous estimez que Monsieur Z a un risque faible, modéré ou élevé de complications et notamment de mortalité? Est-ce que vous estimez que sa mortalité risque faible est inférieure à 1%, risque modéré que sa mortalité post-opératoire est comprise entre 1 et 5%, ou risque élevé, une mortalité supérieure à 5%, étant entendu qu'il s'agit d'une mortalité à 30 jours après la chirurgie de cause cardiovasculaire, incluant donc la possibilité de faire un infarctus du myocarde, un accident vasculaire cérébral. Pour ce qui concerne l'évaluation du risque, vous avez probablement en tête la publication récente de ces recommandations de la Société européenne de cardiologie qui ont été endorsées également par la Société européenne d'anesthésiologie et de réanimation, les AIC, qui proposent de stratifier le risque patient mais également chirurgical comme vous le voyez présenté sur la diapositive, et par l'association qu'il peut y avoir entre le risque chirurgical et le risque du patient lui-même, considère des associations. Et vous voyez par exemple, s'il s'agit d'un patient qui a un risque très élevé,
mais qu'il est opéré d'une chirurgie à risque faible ou modéré, des niveaux d'attention qu'il nous est demandé de mettre en place qui sont plus ou moins accrus. Alors, toujours en lien avec ces recommandations, il a été également proposé un certain nombre de typologies de chirurgie. Alors évidemment, tout n'est pas référencé dans le tableau que je vous présente. Il se peut que des chirurgies que vous êtes amené à réaliser ne soient pas parmi celles qui soient listées. Pour autant, vous voyez que dans le cas de Monsieur Z, une chirurgie de résection hépatique, c'est une chirurgie qui est considérée comme étant à haut risque de mortalité ou de morbidité cardiovasculaire, avec un risque qui est estimé supérieur à 5% dans ses recommandations. Et encore une fois, je me permets de le repréciser, il s'agit d'un risque de mortalité à 30 jours ou de décès par cause, enfin de décès par cause cardiovasculaire, étant entendu par là infarctus du myocarde et ou accident vasculaire cérébral ischémique. Et donc chez ce monsieur, si l'on en croit et que l'on se fie aux recommandations de la Société européenne de cardiologie, il s'agit d'une chirurgie qui a un risque élevé de complications. Autre question, à quel risque parmi ceux-ci pensez-vous que Monsieur Z est plus particulièrement exposé? Alors cette fois-ci, on parle bien de la période opératoire. On laisse un petit peu de côté ce qu'il pourrait advenir au décours de l'intervention chirurgicale. Est-ce que vous pensez que Monsieur Z, dans cette situation chirurgicale particulière, il est exposé à un risque hypovolémie qui pourrait être consécutive à un épisode hémorragique péropératoire? Est-ce que vous pensez qu'il est exposé à un risque d'hypotension artérielle ou un risque d'hypoxémie? Il est évident qu'il peut y avoir plusieurs réponses possibles. Prenez encore une ou deux petites secondes pour réfléchir. Les réponses que je vous propose donc, sont, dans le cas présent, plutôt une hypotension artérielle et ou une chirurgie exposant Monsieur Z à un risque d'hémorragie. Évidemment, la chirurgie de résection hépatique, même si les chirurgiens ont très largement amélioré leur pratique, il n'en reste pas moins que c'est un organe qui expose assez facilement à des pertes sanguines qui peuvent être importantes. Et donc, il y a effectivement un risque particulier de perte sanguine, et donc possiblement d'hypovolémie, et un risque d'hypotension artérielle, qui en l'occurrence est également euh, particulier chez ce patient qui prend des médicaments antihypertenseurs, notamment un sartan et également un bêta-bloquant. Alors à ce sujet, vous savez qu'il y a un débat, alors qui n'est pas complètement tranché, quant à la question de savoir s'il faut maintenir ou non les médicaments antihypertenseurs, et notamment les antagonistes de l'angiotensine 2, enfin, en tout cas les antagonistes du système rénine-angiotensine-aldostérone, en préopératoire. Alors, on dispose d'un certain nombre d'études, et deux récentes notamment, qui ont été tout récemment publiées. L'étude POIS 3, enfin en tout cas une partie de cette analyse POIS 3, puisque c'était une analyse qui suivait un plan factoriel. Et dans ce papier qui a été publié dans la revue Annals of Internal Medicine tout récemment, vous voyez qu'ils ont plus spécifiquement essayé de répondre à la question de qu'est-ce qu'il en advient, quel est le risque, en tout cas, à proposer aux patients une stratégie qui visera plutôt à éviter les épisodes d'hypotension, au contraire à éviter les épisodes d'hypertension. Alors dans la stratégie qui consiste à éviter les épisodes d'hypotension, ça incluait deux aspects. D'une part, le maintien péropératoire d'une pression artérielle moyenne d'au moins 80 mm de mercure, et ce depuis l'induction jusqu'à la fin de l'intervention chirurgicale. Et puis ça incluait également une intervention d'interruption préopératoire des antagonistes du système rénine-angiotensin-aldostérone, et le médicament, enfin, le ou les médicaments n'étaient pas repris jusqu'à 2 jours après la fin de l'intervention. En revanche, pour ce qui concernait les autres médicaments antihypertenseurs potentiels, ceux-là, leur interruption ou non était laissée à l'interprétation des équipes prenant en charge ces patients-là. Et était fixé comme objectif le maintien d'une pression artérielle systolique supérieure à 130 mm de mercure en préopératoire. Et dans le bras, donc évitement de l'épisode d'hypertension, enfin des épisodes d'hypertension. Là, les objectifs de pression artérielle moyenne étaient un peu plus bas. Il fallait que la PAM se maintenue supérieure à 60 mm de mercure. Et dans ce cas-là, par contre, tous les médicaments antihypertenseurs étaient interrompus avant et évidemment après, enfin pendant et après l'intervention chirurgicale. Donc, vous voyez pratiquement 8000 patients dans ce collectif de patients qui avaient des chirurgies à risque, chirurgie non cardiaque. Et quand ce qu'il en a été du critère de jugement principal, c'est un critère composite et évaluant les événements
cardiovasculaires, notamment les décès par événements, des dommages myocardiques, les accidents vasculaires cérébraux et ou les arrêts cardiaques. Et vous voyez que dans les deux bras, finalement, il n'y avait pas de différence, 13,9% versus 14% de patients présentant un événement, et donc sans différence significative entre les deux stratégies. Donc en tout cas, si l'on en croit les résultats de cette étude POISE 3, il ne semble pas qu'il y ait un bénéfice, en tout cas clairement avéré, à cette interruption préopératoire des médicaments antagonistes du système rénine-angiotensin-aldostérone en parallèle du maintien d'une PAM supérieure ou égale à 80 mm de mercure. Alors évidemment, les deux faisaient partie de la stratégie, et donc on ne sait pas dire, en tout cas je ne sais pas dire, si c'est plus l'interruption des médicaments et ou le maintien de la pression artérielle qui était responsable de l'incidence des événements observés. Et puis plus récemment a été publiée l'étude française Top or Not, qui a été conduite par Mathieu Legrand et Étienne Gaillard, donc de l'équipe de Lariboisière, et un peu sur le même design que l'étude précédente. La question à laquelle cette équipe, et peut-être même avez-vous participé à ce travail, a essayé de répondre, c'était exactement celle-ci. Est-ce que ça présente un intérêt clinique sur le pronostic post-opératoire d'interrompre ou non les médicaments interférant avec le système rénin-angiotensin-aldostérone? Et donc, dans cette étude, vous voyez qu'ils ont inclus 2222 patients répartis de façon à peu près équivalente dans un bras j'interromps ou dans un bras je n'interromps pas ces médicaments jusqu'au jour de l'intervention chirurgicale. Le critère de jugement principal, un peu à l'image de l'étude précédente, c'est également un critère composite incluant donc un élément de mortalité, de complications majeures en post-opératoire. Et vous voyez qu'il n'y avait là non plus pas de différence significative sur le plan statistique, ni de différence d'ailleurs qui pourrait être pertinente sur le plan clinique. Vous voyez 22% des patients dans un bras versus 22% des patients dans l'autre bras ont présenté cet événement. Et donc pas non plus de message très très clair quant à un bénéfice à l'interruption ou au contraire à la poursuite de ces médicaments. J'attire quand même votre attention sur le fait que 22% des patients, pratiquement 1 sur 4, donc, a présenté ce type de complications. Il s'agissait encore une fois de chirurgie majeure, mais de chirurgie non cardiaque. Donc ça veut dire qu'il y a quand même énormément de patients qui présentent ces événements en post-opératoire. Et donc, compte tenu du risque chez Monsieur Z, risque que l'on a donc préalablement identifié, on a opté, il a été décidé d'opter donc pour un monitorage continu invasif de la pression artérielle. Alors, je ne sais pas si c'est ce que vous auriez choisi de faire, mais en tout cas, c'est ce que je vous propose d'envisager ensemble. Donc, on lui a mis un cathéter artériel qui permet donc de monitorer en continu sa pression artérielle et qui, accessoirement, permet également de connecter grâce à des têtes de pression un peu particulières, mais de connecter un dispositif qui permet d'accéder à la mesure du volume d'éjection systolique ou du débit cardiaque. Donc, c'est une technologie de type pulse contour. Et donc, voilà ce que le monitorage nous apporte comme données. Donc, on est immédiatement dans les suites de l'induction de l'anesthésie. Et donc, la proposition que je vous fais, c'est d'essayer de répondre à la question suivante. Que feriez-vous? Est-ce que dans cette situation, vous décideriez d'administrer un vasopresseur? Est-ce que vous décideriez de réaliser une épreuve de remplissage vasculaire? Est-ce que vous ne feriez rien du tout, estimant que bah, finalement la situation hémodynamique est encore globalement contrôlée? Ou est-ce que vous feriez autre chose? Je vous laisse encore quelques secondes pour réfléchir. Et donc dans cette situation-là, personnellement, je ferais autre chose. Et je vous propose, mais je suis à peu près convaincu que c'est déjà ce que vous faites, hein, mais c'est dans ce cas-là de regarder ce que vous indique le monitorage de l'index bispectral et surtout de vérifier que le ratio de suppression chez ce patient, alors qu'il n'est pas très âgé, hein, il a 68 ans, mais en l'occurrence, vous voyez, le ratio de suppression, le RS était positif, il était renseigné à 2, et malgré la valeur de BIS à 45, il y a à l'évidence des moments où l'électroencéphalogramme de ce patient présente des phases de ralentissement. Et donc, il y a possiblement intérêt à considérer, diminuer la posologie des hypnotiques, ce qui pourra, certes, dans un premier temps, améliorer la situation de son monitorage du BIS et de faire en sorte que le RS ne soit plus positif, mais peut-être également permettre d'économiser un petit peu des doses d'hypnotiques
et contribuer par là à une amélioration de la situation sur le plan hémodynamique et notamment un peu moins de vasoplégie et peut-être de faire remonter de quelques points la pression artérielle. Alors ça a fait l'objet d'un certain nombre de travaux, hein, l'intérêt que peut présenter le monitorage du BIS au bloc opératoire. Alors je vais vous présenter deux, trois études. La première, c'est l'étude Engage, qui a été publiée, vous voyez, assez récemment, en 2019, dans le JAMA. Donc c'est une étude qui a inclus beaucoup de patients, 1232 patients, qui étaient opérés d'une chirurgie majeure, également sous anesthésie générale, et qui étaient randomisés un pour un pour bénéficier soit d'une administration des hypnotiques basée sur un monitorage de l'EEG, soit on ne faisait rien du tout. Alors, le critère de jugement principal, on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais le critère de jugement principal de l'étude, c'était la survenue d'un délirium en post-opératoire dans les 5 premières journées post-opératoires. Mais ce sur quoi je voulais attirer votre attention, c'est que le fait d'utiliser un monitorage de la profondeur d'anesthésie, dans ce travail-là, ça s'était accompagné de façon assez significative sur le plan clinique et sur le plan statistique d'ailleurs aussi, bah, d'une différence en termes de durée, de période pendant lesquelles on avait des moments de suppression, de burst suppression, et également une diminution de la quantité de temps passé avec un BIS inférieur à 40. Et vous voyez qu'il y avait pratiquement 28 minutes de différence entre les deux groupes de patients. Mais de façon encore plus intéressante, en tout cas par rapport à la question qu'on évoque aujourd'hui, ça se traduisait également par des différences statistiquement significatives, en tout cas concernant la consommation de vasopresseurs. Et en l'occurrence, dans ce travail, ils utilisaient de la phényléphrine. Vous voyez que les doses, elles étaient différentes sur le plan statistique. Et dans ce travail, ils retrouvaient aussi, même si c'était un critère de jugement secondaire, et donc il faut y accorder une attention, enfin, il faut y attacher une certaine prudence, en tout cas dans l'interprétation, il y avait une différence qui était retrouvée sur la mortalité AJ30, 0,7% versus 3,1% des patients présentaient malheureusement un décès AJ30. Seconde étude, c'est l'étude Balanced. Alors, c'est une autre équipe, un travail publié la même année dans le Lancet cette fois-ci. Beaucoup plus de patients, un peu plus de 6000 patients, qui étaient des patients âgés, supérieurs à 60 ans, à 3-4, et qui étaient opérés d'une anesthésie, enfin d'une chirurgie justifiant d'une anesthésie générale, à la condition, enfin, et le critère d'inclusion, c'était que la chirurgie dure au moins 2 heures. Et dans ce travail, les patients étaient randomisés en deux bras. Dans un bras, ils ciblaient un bis, on va dire, plutôt intermédiaire, aux alentours de 50, et un bis plutôt bas, donc une sédation, une anesthésie générale profonde, bis dont la valeur cible était 35. Ils utilisent des anesthésiques inhalés, des hypnotiques inhalés. Et le critère de jugement principal, c'était la mortalité à 1 an. Bon, on va pas passer encore une fois trop de temps sur le critère de jugement principal, qui était d'ailleurs pas significativement différent entre les groupes. Mais encore une fois, vous voyez que quand on se fixe un objectif de bis modéré, 50 en l'occurrence dans ce travail versus 35, ça se traduit également par des niveaux de pression artérielle moyenne alors, dont les différences en macro, en tout cas, peuvent être modestes, mais en tout cas, ça se traduisait également par des différences assez significatives sur la proportion de patients relevant d'une utilisation de vasopresseurs. Le message que j'essaie de vous faire passer, vous l'aurez compris, c'est oui, évidemment, il va falloir s'interroger sur la façon dont on manipule les médicaments, notamment les vasopresseurs, pour corriger des épisodes d'hypotension, mais la cause parfois peut être autre. Et c'est parfois simplement un surdosage d'hypnotique. Il faut savoir reconsidérer la façon dont on administre l'hypnotique. Peut-être qu'on s'est trompé sur la dose, et peut-être qu'on a la possibilité d'attendre d'ailleurs quelques minutes après l'induction anesthésique avant de commencer à administrer soit un hypnotique inhalé, soit un hypnotique intraveineux, du fait de la présence d'une dose importante au moment de l'induction de l'anesthésie. Et donc, mon premier message, c'est celui-ci, primum non nocere, ça doit s'appliquer à toutes les situations, pas simplement à celle du contrôle de la pression artérielle. Évidemment, on va en discuter. Il y a sûrement une logique à considérer un objectif de pression artérielle moyenne un peu différent chez ce patient. Mais la première des choses, c'est de ne pas administrer un médicament, en l'occurrence un vasopresseur, si le patient n'en a pas peut-être besoin et de ne pas l'exposer donc au risque des effets indésirables de ce médicament. Alors, vous savez aussi que la SFAR a mis à jour ses recommandations tout récemment et que dans le cadre de ces recommandations sont proposés maintenant des niveaux cibles de pression artérielle, en tout cas dans un objectif de diminution de la mortalité périopératoire. Il a été retenu par les experts qu'il était probablement recommandé d'éviter un niveau de pression artérielle moyenne inférieur à 60-70 mm de mercure, et ce, chez le patient qui n'est pas hypertendu chronique.
Alors, vous voyez que c'est un accord fort, mais que le niveau de la recommandation n'est que 2+, on n'a pas de preuves très formelles et définitives là-dessus. L'essentiel de la recommandation est basé sur des études euh, rétrospectives, euh, et on n'a pas de grand niveau de preuve démontrant que de maintenir absolument une pression artérielle moyenne à 60-70 mm de mercure versus faire autre chose, ça change le pronostic de façon très catégorique. C'est des associations statistiques, ce n'est pas des preuves formelles. Pour autant, il est suggéré, avec un accord fort, qu'il faut éviter ces épisodes d'hypotension artérielle estimés par une pression artérielle moyenne inférieure à 60-70. Alors ça, comme je vous le disais, c'est basé sur des études qui sont importantes, hein, en tout cas dans le message, dans les analyses et dans le nombre des patients qui sont concernés par ces évaluations. Je vous en présente quelques-unes. Il y en a de très 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 nombreuses dans la littérature. Ceux qui sont intéressés pour creuser le sujet, je peux leur envoyer toute la littérature disponible. Alors ça, c'est un travail qui vient de la Cleveland Clinic aux États-Unis, à l'époque où Daniel Sessler y travaillait. Vous voyez elle a porté cette analyse sur plus de 20 000 patients opérés de chirurgie non cardiaque. Et ils ont évalué chez des patients qui bénéficiaient tous. euh, Ah, allô? Allô? Oui, oui, on t'entend. Oui, on Ah, t'entend très bien. j'ai cru que c'était Ludovic, j'ai cru que c'était toi qui m'appelais, qui avait un problème. Non. Donc c'était juste pour me vendre une nouvelle chaudière. Donc dans ce travail, donc, vous voyez 23 000 et quelques patients qui bénéficiaient tous d'un monitorage continu de la pression artérielle grâce à un cathéter artériel. Ils ont évalué quelles étaient les associations, encore une fois statistiques, entre des expositions à des niveaux seuil cible de pression artérielle et des dommages en post-opératoire, le dommage étant jugé donc sur le dommage myocardique, sur l'insuffisance rénale. Et ils ont pu assez joliment identifier, euh, tant en ce qui concerne la pression artérielle systolique, la pression artérielle moyenne et la pression pulsée, des niveaux en dessous des associations statistiques, encore une fois, assez robustes, et ce pour des durées d'exposition relativement brèves. Vous voyez que 5 minutes passées en dessous de 90 mm de mercure de pression artérielle systolique, en dessous de 65 mm de mercure de pression artérielle moyenne ou 35 mm de mercure de pression pulsée, semblaient associées de façon assez robuste, en tout cas sur le plan statistique, avec un surrisque d'événements. Et en l'occurrence, ces événements, c'était des dommages myocardiques ou des insuffisances rénales en post-opératoire. Autre étude qui vient d'une autre équipe qui a inclus encore plus de patients et 368 000 patients opérés de chirurgie non cardiaque. Alors là, dans ce cas-là, il ne s'agissait pas d'un monitorage continu, mais d'un monitorage discontinu de la pression artérielle avec une technique oscillométrique, tout ce qu'il y a de plus conventionnel. Et ils ont évalué ce que ça donnait sur les MACE, mais les Major Adverse Cardiovascular Events, l'association statique à un certain niveau de pression artérielle moyenne. Et vous voyez que bah, le risque de survenue de cet événement dans les 30 jours après la chirurgie, il était de 12%, dès lors que la pression artérielle moyenne était inférieure à 75 mm de mercure, et ça passait à 26% si la pression artérielle moyenne était inférieure à 55 mm de mercure. Alors, il n'y a pas de spécialité chirurgicale qui est plus exposée au risque qu'une autre. C'était essentiellement de la chirurgie abdominale dans les travaux précédents, mais vous voyez que dans un travail anglo-saxon qui a évalué le risque après une chirurgie orthopédique, 11 000 chirurgies orthopédiques pour des fractures de hanche, de la même façon, a été identifiée une association entre une exposition à des pressions artérielles moyennes ou systoliques insuffisantes, jugées en telle, et un risque majoré, en l'occurrence de mortalité dans les 30 jours, aussi bien pour la systolique inférieure à 85 mm de mercure que pour la PAM inférieure à 75 mm de mercure. Et alors, de façon intéressante, ce risque, il semble exister dès les toutes premières minutes de l'anesthésie générale, puisque dans ce travail, encore une fois, de l'équipe de Daniel Sessler, portant sur 42 000 patients de la Cleveland Clinic. Ils sont intéressés à la période enfin, des premières minutes après l'induction de l'anesthésie, donc avant même d'ailleurs que le chirurgien ait commencé à travailler. Donc vraiment ce qui se passe dans les minutes où on a réalisé son induction d'anesthésie, où on finit d'installer le patient préparé pour l'intervention chirurgicale, ils se sont rendus compte que il y avait pratiquement 30% des hypotensions qui survenaient pendant cette période-là. Et malgré, encore une fois, l'absence de toute stimulation par le chirurgien, une hypotension
qualifié par une pression artérielle moyenne inférieure à 65 mm de mercure ou une aire sous la courbe de pression artérielle moyenne insuffisante à cette période-là spécifiquement, bah, c'était également associé à un risque de voir un événement indésirable, Emmanuel, notamment une Emmanuel, insuffisance rénale aiguë en post-opératoire. Emmanuel, est-ce que tu nous entends? Moi, je t'entends très bien. On a une petite coupure de son sur les Moi, 20, ouais, 30 dernières secondes. Est-ce que ça t'embêterait de reprendre cette diapo? non, là, tu m'entends, ça passe bien? Là, je t'entends et je vois plus ton diaporama. Bon, Alors, je le repartage parce que je ne savais pas si non, tout était coupé ou pas. non, non, c'est bon. C'est juste le Alors, repartager et on a, ouais, c'est la diaporama, ouais, cette diapo là, 18 là. Tu veux bien la reprendre? c'est bon, tu m'entends? Oui, c'est bon, tout va Tout va bien. bien pour le son? C'est bon, le son et l'image, nickel. Allez, c'est reparti. Et donc, je repars de là. Et donc, de façon attente, ces analyses elles ont été complétées par un travail, encore une fois, de l'équipe de Daniel Sessler à la Cleveland Clinic, qui a essayé d'évaluer quelle pouvait être l'association entre des épisodes d'hypotension survenant dans les toutes premières minutes de l'anesthésie générale, dans les suites immédiates de l'induction de l'anesthésie, avant même que l'intervention chirurgicale n'ait débuté. Et de façon assez élégante, a pu être identifiée une association, encore une fois statistique, ce n'est pas une preuve de causalité, entre une hypotension définie par une pression artérielle moyenne inférieure à 65 000 de mercure dans les minutes suivant l'induction de l'anesthésie avant l'incision et un risque majoré d'épisodes d'insuffisance rénale aiguë en post-opératoire. Et donc, il semblerait bien que, une exposition même brève et sur une période n'étant pas concernée par l'intervention chirurgicale puisse être une période particulièrement à risque, en tout cas exposer le patient à un risque particulier. Donc, ce que ça nous inciterait à faire, c'est de traiter sans attendre une hypotension, évidemment, survenant assez précocement après l'induction de l'anesthésie générale. Alors, c'est important évidemment de garder ces éléments en tête. Et c'est également important de se souvenir que la pression artérielle, et notamment la pression artérielle moyenne, c'est un des éléments déterminants de la pression de perfusion de l'organe. Et donc, il va falloir effectivement maintenir un certain niveau de pression artérielle moyenne pour assurer la perfusion de l'organe. Alors, la pression artérielle moyenne est l'un des éléments, ça n'est évidemment pas le seul. On a l'habitude de raisonner en pression de perfusion absolue. Et la pression de perfusion moyenne, c'est le différentiel qu'il y a entre la pression et la pression d'aval, donc essentiellement la pression dans l'oreillette droite ou la pression veineuse centrale. Et donc évidemment, il va falloir aussi, en fonction des situations cliniques, peut-être s'interroger sur les niveaux de pression artérielle moyenne cible euh, en fonction donc de la pression dans l'oreillette dans l'oreillette droite, donc de la pression d'aval. Bon, en l'occurrence, chez Monsieur Z, on ne s'attend pas forcément à ce que ce patient ait une pression veineuse centrale ou une pression de l'oreillette droite particulièrement élevée. Il n'y a pas forcément besoin, dans ce contexte particulier, assurer un minimum de pression artérielle moyenne de façon à garantir la perfusion de l'organe. C'est vrai pour le rein, mais c'est vrai également pour d'autres organes. Si l'on veut prévenir la dysfonction de l'organe, il faut maintenir un niveau correct de pression artérielle moyenne. Il faut se souvenir aussi que, un niveau donné de pression artérielle moyenne, ça ne permet pas de garantir que le débit cardiaque va être adapté. Et donc, si vous vous souvenez de la formule de la pression artérielle moyenne, c'est le produit du débit cardiaque par les résistances vasculaires systémiques, auquel on ajoute classiquement la valeur de la pression veineuse centrale. Mais pour la réflexion, aujourd'hui, je vous propose de retenir simplement le produit du débit cardiaque par les résistances vasculaires systémiques. Et donc, si l'on s'en réfère à cette formule un peu simplifiée, un niveau de pression artérielle moyenne X pourrait correspondre à des valeurs très différentes de débit cardiaque selon que les résistances vasculaires systémiques sont élevées ou abaissées. Et c'est typiquement ce qu'il peut se passer après une induction d'anesthésie, puisque vous savez que les médicaments de l'anesthésie, quels qu'ils soient, et notamment les hypnotiques intraveineux, qu'il s'agisse du propofol ou de tout autre produit, ce sont des produits qui vont être responsables d'une vasodilatation, générer une vasoplégie, et donc on va avoir une diminution des résistances vasculaires systémiques. Mais de façon très précise, il n'est pas possible d'estimer quel va être le débit cardiaque résiduel. Pour autant, c'est pas parce que ma pression artérielle moyenne est à 65 mm de mercure, par exemple,
ou que ou artificiellement je la monte à 65 mm de mercure avec un vasopresseur, que ça voudra pour autant dire que le débit cardiaque, lui, sera correctement adapté à la situation clinique. Et donc, il faut toujours garder un œil sur ces deux paramètres. D'un côté, la pression artérielle moyenne et de l'autre, le débit cardiaque. L'inverse est également vrai, évidemment, hein. Une valeur donnée de débit cardiaque ne vous permet pas de garantir que la pression artérielle moyenne est elle-même adaptée. Et il viendrait à l'idée de personne de ne pas jeter un œil à la pression artérielle moyenne. Et donc, le deuxième message, c'est celui-ci. Certes, on a la possibilité aujourd'hui d'afficher assez simplement la valeur de la PAM, que la méthode de mesure soit continue ou qu'elle soit discontinue. En revanche, il est insuffisamment fait, je pense, quand même, le monitorage du débit cardiaque. Pour autant, qu'elle soit mesurée d'une façon X ou d'une façon Y, vous semble adapté, que ça vous peut garantir que le débit cardiaque de votre patient sera adapté. Alors, dans la situation de Monsieur Z, on a réglé donc la question de la concentration de l'hypnotique. On est maintenant dans une situation qui est stabilisée. La question que je vous propose d'évoquer ensemble, c'est celle du choix du vasoconstricteur. Et donc, pour faire très simple, de noradrénaline ou de phényléphrine chez Monsieur Z. Donc, on est bien dans le cadre de la chirurgie de résection hépatique. J'imagine assez volontiers que votre choix va s'orienter vers la noradrénaline. Certains n'étant d'ailleurs pas disponibles, n'étant pas commercialisés en France. Pour autant, la noradrénaline l'est évidemment, la phényléphrine l'est tout aussi, mais vous savez qu'il est encore possible d'utiliser de l'éphédrine. Vous utilisez peut-être la vasopressine. Euh, ça m'arrive moi de le faire, mais en tout cas, c'est un produit qui est aujourd'hui disponible sur le marché français. On l'utilise plus volontiers en réanimation, mais pourquoi pas l'utiliser au bloc opératoire. L'angiotensine 2, c'est quelque chose qui va être également disponible. La céléprécine, elle ne l'est encore pas disponible en France. Euh, Vous faire toucher du doigt, c'est que tous ces médicaments existent, qu'ils agissent pour certains sur des récepteurs alpha et ou bêta adrénergiques en fonction des choix que l'on fera. La vasopressine, vous voyez par exemple, c'est un vasoconstricteur qui agit sur des récepteurs qui sont tout à fait différents, des récepteurs vasopressinergiques. Et en fonction des situations cliniques, il peut être par exemple intéressant de considérer l'utilisation de la vasopressine plutôt que l'utilisation de la noradrénaline, voire éventuellement associer de la vasopressine à la noradrénaline. Si l'on s'en tient malgré tout à ce qui est aujourd'hui plutôt au centre des discussions, au bloc opératoire en tout cas, à savoir la noradrénaline et la phényléphrine, vous savez que ce sont deux médicaments qui sont très différents dans leur formulation, même s'il existe aujourd'hui une formulation prête à l'emploi de la noradrénaline. La phényléphrine, donc c'est soit des ampoules, soit des seringues qui sont prêtes à l'emploi. C'est plutôt aujourd'hui des seringues prêtes à l'emploi qui sont disponibles. Mais en tout cas, c'est plutôt une utilisation qui est prévue pour être utilisée de façon discontinue, même si on peut tout à fait utiliser la phényléphrine en perfusion continue. Et elle s'utilise également, si on le veut, évidemment, soit sur une voie veineuse périphérique, soit sur une voie veineuse centrale. La noradrénaline, c'est pareil. Même si ma préférence va plus volontiers à une utilisation en perfusion continue qu'en bolus. En revanche, il a été assez joliment montré qu'il n'y avait pas de risque particulier à l'utilisation sur une voie veineuse périphérique, à la condition évidemment que la voie veineuse périphérique soit de bon calibre, qu'on diminue donc le risque d'extravasation du produit. L'utilisation sur une voie veineuse centrale, vous en avez évidemment l'utilisation plus routinière, plus habituelle en réanimation. Un petit sujet quand même sur lequel je voulais attirer également votre attention, c'est sur la formulation de la noradrénaline, notamment pour ceux qui seraient intéressés à aller jeter un œil à la littérature existante, puisque la façon dont on exprime la concentration du médicament est variable en fonction des pays, en fonction des publications. Certains parlent plutôt en noradrénaline base, d'autres en noradrénaline tartrate. Il y a certains même qui s'expriment en noradrénaline bitartrate. Et vous voyez que les concentrations vont du simple au double. La plupart du temps, en France, on exprime la formulation en noradrénaline tartrate, mais par contre, la littérature internationale utilise assez volontiers de la noradrénaline base. Et par exemple, si vous avez en tête les recommandations de la Surviving Sepsis Campaign, vous savez qu'il était proposé d'utiliser de la vasopressine dès lors que l'on dépassait 0,25 à 0,5 gamma kilo par minute de noradrénaline. En fait, il s'agissait de noradrénaline base correspondant donc à 0,5 ou 1 gamma kilo minute de noradrénaline tartrate. Donc attention quand vous analysez la littérature à jeter un œil à la façon, à la concentration en tout cas du produit en solution.
En tout cas, ce qu'il y a de sûr, et ça ne change pas quel que soit le pays, c'est qu'il y a des différences pharmacologiques claires entre ces deux médicaments qui sont tous les deux actifs sur les récepteurs adrénergiques. La phényléphrine, c'est un alpha-1 sélectif, là où la noradrénaline a une action également sur les récepteurs bêta-1, un petit peu moins sur les récepteurs bêta-2, mais qui agit donc sur les récepteurs alpha et bêta. Les deux marchent très bien sur le contrôle de la pression artérielle. En revanche, on va y passer deux, trois petites minutes. Ces médicaments peuvent avoir des effets très différents sur le débit cardiaque, et je suis sûr que vous l'avez déjà constaté en pratique clinique, essentiellement parce que la façon dont ils interfèrent avec le retour veineux, notamment la résistance au retour veineux, peut être très différente. Alors, quand on parle de débit cardiaque, c'est aussi important de se souvenir des déterminants du débit cardiaque. Le débit cardiaque, c'est évidemment le produit du volume d'éjection systolique par la fréquence cardiaque. Et donc, la fréquence cardiaque, la fréquence de battement du cœur est évidemment déterminante dans la valeur du débit cardiaque, mais c'est évidemment pas le seul paramètre. Et tout ce qui va tendre à augmenter la post-charge ou à contrario diminuer la précharge pourra faire diminuer le débit cardiaque au même titre que l'inotropisme. Et donc, si l'on veut manipuler le débit cardiaque, ça sera dans certaines situations peut-être améliorer la précharge en réalisant du remplissage vasculaire. Peut-être qu'on pourrait imaginer aussi, on peut le faire, manipuler le retour veineux par des vasoconstricteurs, mais c'est aussi garder en tête qu'un médicament qui va augmenter la post-charge en augmentant les résistances vasculaires systémiques, donc en contrebalançant les effets vasoplégiants des médicaments d'anesthésie, par exemple, s'il ne fait que ça, c'est un médicament qui pourra faire diminuer votre débit cardiaque. C'est typiquement ce qui peut se passer, par exemple, quand on fait le choix de l'administration de phényléphrine. Et donc, si on augmente la post-charge de façon isolée, évidemment, ça va tendre à faire baisser le débit cardiaque. Si on diminue la précharge, ça contribue également à la diminution du débit cardiaque. Deux petits mots sur le retour veineux. Vous savez que le retour veineux au cœur, il est essentiel pour le remplissage ventriculaire et donc à la systole suivante, l'éjection qui va s'en suivre, donc le volume qui va être éjecté par la systole. Et donc il faut pouvoir garantir un certain niveau de retour veineux. Et vous savez que le retour veineux, RV, donc il est conditionné par le gradient moteur du retour veineux, qui est la différence entre la pression systémique moyenne et la pression dans l'oreillette droite, que l'on divise par la résistance au retour veineux. Et donc sur la petite courbe en bas à droite, la pression systémique moyenne, vous voyez qu'elle vous est donnée, c'est la ligne d'intersection entre la courbe bleue et la ligne des abscisses. Donc en fait, c'est la pression qui règne dans le système vasculaire lorsque le débit est égal à zéro. Alors, en pratique clinique, on ne le voit pas, sauf si vous avez la possibilité de mesurer la pression au moment où le patient fait un arrêt cardiaque, ce qui est évidemment pas souhaitable ni au bloc opératoire ni ailleurs d'ailleurs. Mais c'est la pression qui règne dans le système, donc lorsque le débit est égal à zéro. Cette pente, donc bleue, c'est la pente du retour veineux. Enfin, cette courbe bleue, pardon, c'est la courbe du retour veineux. Et sa pente, c'est ce qui traduit de la résistance au retour veineux. Et donc, la pression systémique moyenne, encore une fois, la ligne, le point d'intersection entre la courbe du retour veineux et la ligne des abscisses, on va pouvoir le manipuler, ce point-là. Et la pression systémique moyenne, elle augmente si l'on augmente le volume sanguin ou si on diminue la compliance veineuse. Et c'est véritablement cette valeur-là qui est la pression motrice du retour veineux au cœur. Et donc, de façon évidente, si l'on manipule la résistance au retour veineux, et par exemple que l'on l'augmente, et encore une fois, vous verrez que c'est possible de faire ça et on le fait tous les jours sans s'en rendre compte avec des vasoconstricteurs, si l'on augmente la résistance au retour veineux et que ça ne se traduit pas dans le même temps par une augmentation du gradient moteur, eh ben, le retour veineux va diminuer. Et si le retour veineux diminue, ça se traduit par une diminution du volume d'éjection systolique et donc du débit cardiaque, d'autant plus que, il peut y avoir en parallèle une augmentation de la post-charge. Et donc, comment ça se passe avec les vasoconstricteurs? Eh ben, les vasoconstricteurs, ils vont pouvoir augmenter la pression systémique moyenne, évidemment en jouant sur la capacitance vasculaire. Et donc, on peut augmenter et on va augmenter la pression systémique moyenne avec un vasoconstricteur. En revanche, on peut également avoir un impact sur la résistance au retour veineux. Résistance au retour veineux, encore une fois, que l'on ne mesure pas en routine clinique. Et donc, si la résistance au retour veineux augmente de façon beaucoup plus importante que le gradient moteur ne le fait, le retour veineux va baisser et le débit cardiaque va diminuer. C'est ce qui se passe, par exemple, sur la partie droite de la diapositive. Et si à l'inverse, la résistance au retour veineux augmente dans des proportions qui sont acceptables, en tout cas qui ne dépassent pas l'augmentation du euh, gradient moteur, le débit cardiaque, lui, il aura plutôt tendance à augmenter.
Et c'est exactement ce que l'on observe avec la phényléphrine et que l'on observe un petit peu moins objectivement avec la noradrénaline. La phényléphrine, encore une fois, gardez en tête que c'est un vasopresseur qui est agoniste des récepteurs alpha 1, un agoniste alpha 1 pur. Et donc, c'est un médicament qui va avoir tendance à augmenter la poste de charge. Donc, cet élément-là contribue à la diminution du débit cardiaque, mais ça n'est pas le seul, puisqu'encore une fois, le médicament va avoir tendance à faire diminuer le retour veineux au cœur. Dans certaines circonstances, plus que dans d'autres, on va le voir juste après. Et si la résistance au retour veineux augmente et que le retour veineux diminue, bah, on a les conditions parfaites pour avoir une diminution du débit cardiaque, puisque d'un côté, on diminue le retour au cœur et de l'autre côté, on augmente la charge, enfin, l'obstacle à l'éjection, et donc on fait diminuer le débit cardiaque. Alors, la noradrénaline, elle peut également augmenter la résistance au retour veineux et donc participer ou contribuer à une diminution du retour. Mais comme elle dispose d'un petit effet bêta, elle va jouer sur l'inotropisme et l'ensemble de ces effets aura plutôt tendance à faire augmenter le débit cardiaque, notamment parce qu'on va avoir une petite augmentation de la contractilité. Alors, message également que j'espère vous faire passer et qui est peut-être le plus important. C'est de garder en tête qu'une diminution de la pression artérielle moyenne, ça n'est pas uniquement et exclusivement en lien, et toujours en lien avec une vasodilatation, une vasoplégie. Évidemment, ça peut être un des mécanismes principaux, notamment encore une fois dans les suites d'une induction d'anesthésie, particulièrement si le patient n'est pas connu ou n'a pas de raison d'être particulièrement hypovolémique en arrivant au bloc opératoire. Et déterminant sera surtout de la modification du tonus vasculaire en lien direct avec ce que l'on administre comme médicament, mais ça n'est pas obligatoirement et forcément uniquement une diminution du tonus vasculaire et donc une diminution de la résistance vasculaire systémique qui explique la baisse de la pression artérielle moyenne. Dans un certain nombre de situations, il peut s'agir évidemment d'une hypovolémie. Et donc, s'il s'agit d'une hypovolémie, le choix d'administrer un vasopresseur sera peut-être très discutable. En tout cas, il va falloir savoir le reconsidérer très rapidement. Et évidemment, c'est tout aussi préjudiciable d'administrer un vasoconstricteur, particulièrement s'opposant à l'éjection ventriculaire s'il s'agit d'une dysfonction cardiaque. Et donc, gardez en tête, s'il vous plaît, que une pression artérielle moyenne insuffisante euh, est non pas et ou parce que ça il présente une dysfonction cardiaque. Et donc, il faut savoir garder en tête ce que les recommandations françaises de la Société française d'anesthésie-réanimation notamment nous ont appris, et ce qui est inscrit dans les recommandations depuis maintenant quelques années, depuis 2012 et la publication de ces recommandations, à savoir qu'il faut savoir également titrer le remplissage vasculaire pour essayer de dépister, diagnostiquer une situation de précharge cardiaque dépendance et pour ce faire, il nous faut baser notre réflexion sur un monitorage objectif du volume d'éjection systolique. Et il n'y a que en monitorant le volume d'éjection systolique que l'on va pouvoir savoir si le patient répond positivement ou non à l'administration d'un bolus de fluide. Donc vous savez qu'il est retenu qu'il faut avoir une augmentation d'au moins 10% du volume d'éjection systolique pour pouvoir considérer le bolus de fluide comme étant assorti d'une réponse positive. Le bolus, c'est généralement 200, 250 minutes que l'on fait passer sur 5 minutes. Donc, il faut que ce soit un volume relativement modeste, mais en tout cas passer sur un temps court. 4000 kilos en moyenne le volume, et on le fait passer sur un temps court, d'à peu près une durée courte d'à peu près 5 minutes. Si en revanche, le volume d'éjection systolique n'augmente pas, d'au moins 10%, on considère que l'épreuve de remplissage vasculaire est négative. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, le patient, en tout cas ses ventricules, se situent plutôt sur la partie ascendante de la courbe de Frank et Starling. Et donc, il n'y a a priori pas de raison de poursuivre la stratégie qui consiste à administrer des bolis supplémentaires de fluide. Et donc, pour conclure, quelques messages. Euh, il me semble essentiel, en tout cas, de garder en tête qu'il faut maintenir un niveau de pression artérielle moyenne, évidemment, pour maintenir la perfusion de l'organe. Pour autant, il ne faut pas avoir des réactions ou des réponses toutes faites à ces problèmes hémodynamiques du quotidien. Dans un certain nombre de situations qui ne sont pas si rares que ça, le traitement, c'est surtout et avant tout de traiter la cause. La cause, ça peut être évidemment un surdosage en hypnotique. Ça peut être également une insuffisance de volume. Et donc, il va falloir évidemment savoir interroger le système ou en tout cas
tester le système quant à la possibilité d'optimiser le volume d'éjection systolique en réalisant une épreuve de remplissage vasculaire. Et puis si ça ne suffit pas, si ça ne marche pas, évidemment, il va falloir administrer un vasopresseur. Et savoir introduire un vasopresseur, c'est probablement assez tôt. En tout cas, il faut pas faut éviter que la pression artérielle moyenne descende, si on s'en fie aux recommandations, en dessous de 60-70 mm de mercure. Donc, si vous voulez garder un chiffre, c'est probablement 60-65 mm de mercure qui constitue une valeur seuil au-delà duquel, ou en tout cas en deçà duquel, il va falloir envisager un traitement. Et puis garder en tête qu'il n'est probablement pas normal, en tout cas que le patient euh, soit maintenu sous vasopresseur, et donc le sevrage du vasopresseur doit être envisagé le plus précocement possible. Et encore une fois, parfois il pourra s'agir d'un remplissage vasculaire qu'on a estimé, parfois il pourra s'agir Emmanuel, excuse-moi, je t'interromps encore une nouvelle fois. Est-ce que tu peux reprendre le point 4 parce qu'on a eu pas mal de coupures. Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Est-ce que tu pourrais, je Ouais. suis désolé, il y a encore un problème de son. Est-ce que tu peux reprendre le point 4 de la dernière diapositive, si tu veux bien? Alors le point 4 de la dernière, hein? Oui, de la dernière diapo, ouais. De celle qu'on a vue, en tout cas, tu avais 4 points sur la façon de prise en charge voilà, la dernière, la 38. Ouais. Ok. Et donc pour conclure, donc sur la question de la gestion de l'hypotension artérielle après induction, euh, quelques points rapides que je vous propose de revoir ensemble, en tout cas que je vous propose de garder en tête. Le premier d'entre eux, c'est que certes, il va falloir maintenir un niveau de pression artérielle moyenne et éviter que la pression artérielle moyenne ne descende en dessous d'un certain niveau que l'on retient comme étant 60-70 mm de mercure dans les recommandations de la Française d'anesthésie-réanimation, mais c'est aux alentours de 60-65 probablement que la vérité se situe. Donc évidemment, si la pression artérielle moyenne est en dessous de cette valeur-là, il va falloir s'interroger sur la meilleure façon de traiter le problème. Et traiter le problème, ça ne sera pas forcément toujours et uniquement, en tout cas, d'administrer un vasopresseur. Dans un certain nombre de situations, le traitement passe surtout par l'évitement de la cause qui a conduit à la baisse de la pression artérielle. Et dans un certain nombre de situations qui ne sont pas si rares que ça, notamment dans cette période un peu particulière de l'induction de l'anesthésie, il peut s'agir d'une concentration excessive d'hypnotique et donc, je considère, en tout cas, je fais partie de ceux qui considèrent qu'il est probablement assez utile de bénéficier d'un monitorage de la profondeur anesthésie, notamment du BIS, mais ça peut en être un autre, de façon à avoir la possibilité de vérifier qu'on n'est pas simplement en train de surdoser notre hypnotique et que le traitement ne soit pas simplement, finalement, de diminuer la concentration de l'hypnotique. Une fois que ceci a été vérifié, il faut garder également en tête que la pression artérielle moyenne, elle peut être insuffisante, le niveau peut être insuffisant, non pas et exclusivement à cause d'une vasoplégie, mais également peut-être parce que le volume, la volémie n'est pas suffisant. Et donc, dans ce cas-là, il va falloir pouvoir et savoir, en tout cas, interroger le système ou tester le système en réalisant des épreuves, une ou des épreuves de remplissage vasculaire, afin de vérifier que l'on ne peut pas simplement sevrer le vasopresseur par une expansion volumique que l'on avait estimée peut-être comme étant optimale, mais qui n'est peut-être pas tant que ça. Et enfin, le dernier point, et qui est probablement aussi important que les autres, sinon plus, à savoir euh, le sevrage du vasopresseur. Le sevrage du vasopresseur, encore une fois, il n'est pas normal de devoir recourir à une perfusion continue de vasopresseur pendant toute une durée d'intervention chirurgicale. Euh, et donc, si on se retrouve dans cette situation-là, alors c'est soit qu'il y a un problème qu'on a mésestimé, soit que la situation clinique s'est dégradée, il y a un saignement occulte, enfin quelque chose qui est en train de se passer. En tout cas, il faut s'interroger sur le pourquoi est-ce que je me retrouve à devoir maintenir une perfusion continue d'un vasopresseur. Et ça doit nous amener évidemment à systématiquement reconsidérer la place du vasopresseur, en tout cas à savoir l'arrêter dès qu'il en est possible. Voilà, je vous remercie et encore une fois, je suis à votre disposition pour des questions si vous en avez. Est-ce que c'est passé?
Très bien. Merci beaucoup, Emmanuel, pour cette présentation qui nous éclaire sur un sur un événement qu'on rencontre souvent, qui fait partie du quotidien de l'anesthésie, hein, cette fameuse hypotension après l'induction. Donc, nous a donné les clés pour pouvoir la gérer, l'anticiper. Donc, c'était très, très complet. Donc, à nouveau, merci. Mais j'ai quand même quelques questions, tu t'en doutes bien. Ouais, Donc, ce que je comprends, c'est qu'il faut mesurer plutôt que essayer de deviner. C'est ça, si je retiens le ouais, message clé. c'est un très très beau message. Euh, c'est vrai que l'expérience clinique, c'est super important. Et on se forge tous et toutes nos expériences au gré des années qui passent. Pour autant, ça ne remplace pas les valeurs et la mesure objective de ce qui est en train de se passer sur le patient, enfin, dans la situation clinique donnée. Euh, je ne connais pas d'autre moyen que de mesurer objectivement les choses, qu'il s'agisse de la mesure de la pression artérielle ou qu'il s'agisse de la mesure du débit cardiaque. Il n'est pas possible de faire a priori. C'est, les situations sont trop à risque pour les patients pour qu'aujourd'hui on décide de se passer de ces informations-là. Et encore une fois, il n'y a qu'en les mesurant objectivement qu'on pourra répondre de la façon la plus appropriée possible aux problèmes cliniques. Et personnaliser notre prise en charge, encore une fois, c'est souvent le E- message qui ressort des lundis du rare. Exactement. Pour aider un petit peu les jeunes cliniciens et puis même les moins jeunes, euh, quels sont pour toi les facteurs de risque de l'hypotension post-induction? Ce qui doit nous allumer des feux rouges avant qu'on endorme un patient. Alors, il y a évidemment, on pense évidemment en premier lieu à ça, en tout cas c'est la première réponse qui me vient, c'est les médicaments. Et c'est vrai qu'un patient qui est hyper tendu, chronique, qui prend des médicaments pour contrôler sa pression, et quand même cette pression est parfaitement équilibrée sous traitement, euh, il se peut qu'on ait fait le choix en préopératoire de maintenir ou au contraire d'arrêter un traitement antihypertenseur. Et donc ça veut dire qu'on a dérégulé l'équilibre parfois un peu ténu dans lequel se trouvait le patient. Et donc, ce sont des patients qui ont un risque tout particulier de développer des hypotensions artérielles, qu'il s'agisse d'un médicament antagoniste du système rénine-angiotensin-aldostérone, donc un IEC ou un ARA2, ou d'un bêta-bloquant par exemple. Donc, ce sont des médicaments effectivement qui exposent le patient à un risque particulier au moment où justement on va introduire des hypnotiques dont on connaît effectivement qu'ils sont responsables d'une vasodilatation artérielle notamment, mais également qui ont tous euh, un impact un peu négatif sur l'inotropisme cardiaque. Et donc ces patients-là qui ont des médicaments pour le contrôle de la pression artérielle sont des médicaments des patients qui sont évidemment à risque tout particulier. On pense évidemment aussi aux patients en situation non réglée, l'urgence particulièrement, parce que là, pour le coup, on ne sait pas exactement où est-ce qu'en est le patient de sa volémie. Est-ce qu'il arrive à jeun, pas à jeun? Est-ce qu'il a pu avoir accès à la boisson de façon régulière depuis quelques heures, quelques jours? Et même si, encore une fois, la pression artérielle que l'on mesure avant l'induction de l'anesthésie nous semble adapté, ça ne veut pas dire que ce patient, il n'est pas déjà dans une situation d'hypovolémie qu'il compense comme il peut, mais qui va se décompenser brutalement au moment où on va introduire des médicaments qui sont vasoplégiants et inotropes négatifs. Ouais. Ok, merci. J'avais une question également. En conduite courante, tu dis qu'effectivement, se concentrer uniquement sur la PAM n'est pas une solution qui permet de comprendre complètement la problématique du patient à un moment, à un temps T. Pour autant, il y a plein de situations où on ne va pas avoir une mesure du débit cardiaque ni du volume d'éjection systolique. Qu'est-ce que tu nous conseilles dans ce cas-là? De tenir quand même compte de la PAM ou d'autres critères? Alors, si on a un cathéter artériel et donc une mesure continue invasive de la pression artérielle, ce qui peut renseigner assez fidèlement, même si c'est évidemment pas parfait, hein, c'est le différentiel entre la systolique et la diastolique, c'est à savoir la pression pulsée. Et les évolutions de la pression pulsée euh, peuvent assez fidèlement renseigner sur la valeur du débit cardiaque, et enfin, notamment du volume d'éjection systolique, pardon. Et notamment si la pression artérielle diastolique chute de façon importante, mais que le différentiel est maintenu globalement constant, bah ça va plutôt orienter vers une vasoplégie. Si les deux diminuent, enfin si le différentiel diminue, c'est plutôt ça qui va nous orienter vers une hypovolémie. Donc si on n'a pas accès à un monitorage du débit cardiaque, mais qu'on a un cathéter artériel, et donc une mesure continue invasive de la pression, on peut, de façon imparfaite, mais on peut avoir une estimation
du volume d'éjection systolique du patient. En revanche, si on n'a rien, bah alors soit on fait au talent, comme on disait tout à l'heure, soit on accepte d'être complètement en aveugle. Euh, Malheureusement, c'est quand même souvent ça qu'on voit, c'est-à-dire qu'on essaie de fonctionner par habitude au talent. Alors j'entends hein, qu'il y a évidemment des limites, des contraintes à ces dispositifs de mesure du volume d'éjection systolique et ou du débit cardiaque. La première limite étant le coût parfois du consommable et l'accès au consommable. Mm. Pour autant, aujourd'hui, on a sur le marché des dispositifs, certes imparfaits, qui ne vont pas nous renseigner sur des valeurs précises, très précises du volume et ou du débit cardiaque de façon absolue. En revanche, dont les variations peuvent être intéressantes à suivre. Et ça, de façon totalement non invasive. Et effectivement, on ne va pas forcément aller mettre une thermodiffusion transpulmonaire chez tous les patients. En revanche, ça coûte pas grand-chose, quelques centaines d'euros, à peu près 150 euros, de mettre un monitorage non invasif continu du volume d'éjection grâce à une technique de volume clamp, par exemple, quoi. Donc, mon impression, c'est que on pêche souvent plutôt par défaut de moyens plutôt que par défaut de connaissance. Et on se retrouve de fait à devoir raisonner alors même qu'il va nous manquer des informations, informations que l'on pourrait assez simplement avoir à notre possession si on monitorait un tout petit peu les patients, quoi. Donc le delta PP reste encore d'actualité si on n'a pas mieux. Pour Alors, vous. le delta PP, il reste évidemment d'actualité. Le problème du delta PP, c'est les conditions de son évaluation et de son interprétation, puisque pour pouvoir estimer qu'une valeur donnée de la variation respiratoire de la pression pulsée est prédictive d'une situation de précharge cardiaque dépendance, ben, il faut être dans des conditions de validation de cette, enfin, d'utilisation de cette information, et notamment avoir un volume courant d'au moins 8 millilitres par kilo, voire 10 pour ce qui concerne l'étude Princeps. Il faut bah, que ça soit une chirurgie à thorax fermé, il faut, vous savez qu'il n'y ait pas d'arythmie, il faut que Enfin bref, il y a un certain nombre de conditions qui font que l'utilisation de la variation respiratoire de la pression pulsée peut être prise en défaut. Pour autant, ça reste une information qui est tout à fait valable, et si on est dans ces conditions-là, on peut tout à fait interpréter la variation respiratoire de la pression pulsée, évidemment. Merci beaucoup. Alors, je précise, sinon je vais me faire assassiner demain matin, voire même ce soir, que cette question venait de la promotion 24-26 de l'école d'IAT de Rennes. Donc, je les remercie pour cette question sur le delta PP. Une nouvelle question. Oh, ici, important, parler de ça. Est-ce qu'on compense le jeûne? Est-ce que c'est un mythe, c'est une réalité, ça, la compensation du jeûne? Alors, en théorie, un patient va certes arriver à jeun, Hmm. mais à jeun, généralement, pas de la veille au soir. Pour ce qui concerne les solides, c'est sûr que, en tout cas pour ce qui concerne le premier patient du matin, c'est vrai qu'on va lui demander de respecter un jeûne solide d'à peu près 6 heures. En revanche, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas eu accès à la boisson. Et aujourd'hui, les bonnes pratiques, c'est quand même de pouvoir autoriser jusqu'à 2 heures avant l'intervention chirurgicale, sauf conditions très particulières, il y a un accès libre à la boisson, au thé ou aux choses comme ça. Alors attention quand même avec les nouveaux médicaments antidiabétiques qui peuvent être Responsable de responsables. Les patients gastroparésie, on c'est aura ça? tendance à allonger un petit peu la durée. Ouais, exactement. Mais pour autant, sinon, il n'y a pas de raison réellement objective de considérer que le patient va arriver hypovolémique, voire très hypovolémique, simplement parce qu'il n'a pas eu accès à la boisson dans les 2 heures qui précèdent. Il y a eu un très joli travail réalisé il y a quelques années par l'équipe de Nîmes de Laurent Muller, où il s'était amusé à faire des échographies cardiaques au moment où les patients arrivaient à l'hôpital, donc en préopératoire. À l'époque, il n'y avait pas de J0, donc ils étaient hospitalisés la veille. Euh, et il refaisait la même évaluation par une échographie cardiaque juste avant d'induire l'anesthésie. Et en fait, ils se sont rendus compte que bah, sous l'effet de la nuit passée à l'hôpital, il n'y avait pas plus d'hypovolémie, voire un peu moins d'hypovolémie, qui peuvent s'expliquer parfois par le fait que, bah, pris dans le quotidien d'une vie parfois très chargée, bah, on n'a pas forcément toujours la possibilité de boire et de s'hydrater, en tout cas oralement, comme on le souhaite avant d'arriver à l'hôpital. Alors que bah, quand on est à l'hôpital dans sa chambre et qu'on attend patiemment, tranquillement, ben, on nous propose de l'eau, un thé ou que sais-je, et on n'est finalement pas plus hypovolémique. Donc, à la réponse du faut-il compenser le jeûne, la réponse est non. De façon systématique, en tout cas non. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas falloir garder en tête, en tout cas chez certains patients,
notamment ceux qui sont dans conditions non réglées de chirurgie, donc des patients en urgence, qui eux peuvent parfois bénéficier ou présenter une dette liquidienne importante, va savoir considérer la compensation d'une hypovolémie qui est réelle pour le coup. Après, ce Ok. qu'on génère au moment de l'induction, c'est on ne crée pas une hypovolémie, hein. En fait, ce qu'on crée, c'est une vasoplégie. Euh, et donc, il n'y a pas plus de raison d'ailleurs de corriger un jeune que de traiter les événements hémodynamiques consécutifs d'une induction d'anesthésie par du remplissage vasculaire. Si le patient n'est pas hypovolémique, on ne traite pas l'hypovolémie relative, donc la vasoplégie, par du remplissage vasculaire. Ok. Si on utilise un vasopresseur, est-ce qu'on utilise d'emblée la noradrénaline? Alors ça dépend un peu des habitudes. Hmm. Si vous travaillez dans un centre qui a cette utilisation-là, voire un centre qui est très riche, qui dispose de la formulation prête à l'emploi, pourquoi pas? Pour autant, c'est pas une faute que d'utiliser un autre médicament. C'est pas une faute que d'utiliser le chlorhydrate d'éphédrine, de la même façon qu'il n'est probablement pas une faute d'utiliser la phényléphrine. En revanche, si on fait le choix d'utiliser la phényléphrine, ça doit et là de façon quasi systématique, faire considérer le risque potentiel de son utilisation, notamment par rapport au risque de survenue d'une baisse du débit cardiaque. Et là, si effectivement on n'a aucun moyen de mesure du débit cardiaque, administrer de la phényléphrine expose à la possibilité de corriger un chiffre de pression artérielle, mais créer les conditions d'une insuffisance de débit. Donc, à choisir, je m'orienterais plutôt volontiers vers soit un bolus d'éphédrine en 1, Hmm. soit l'administration de noradrénaline. Mais plutôt l'un ou l'autre de ces deux médicaments. Et j'avais une dernière question avant de te laisser. La noradrénaline, moi en début de carrière, elle était considérée un petit peu comme le diable et maintenant on l'utilise larga manu. Est-ce qu'on doit la considérer comme un ange, un démon, ou est-ce que sa place est entre les deux? Je crois que sa place est entre les deux. Euh, Évidemment, on a à peu près le même âge, je pense, et moi aussi, je fais partie d'une génération où quand la noradrénaline était sortie de son chariot, en tout cas au bloc opératoire, c'est que le patient allait vraiment très très mal. Soit que c'était un patient qui venait de la réanimation, soit un patient qui venait du bloc des urgences, enfin bref, un patient qui n'était pas un patient lambda. Et aujourd'hui, on se retrouve à utiliser ce médicament de façon assez banale, finalement, presque tous les jours, presque pour tous les patients, pour certains. Pour autant, ça ne veut pas forcément dire que le médicament est dangereux, mais ça ne veut pas forcément dire non plus qu'on a raison de faire ce qu'on fait. Et en tout cas, c'était un peu le sens de mon message, à savoir pourquoi pas administrer de la noradrénaline si le patient présente une insuffisance de pression de perfusion. En revanche, il n'est pas normal qu'on ne puisse pas sevrer la noradrénaline, puisqu'il n'est pas normal on se retrouve à devoir administrer ce médicament, comme tout autre vasopresseur d'ailleurs. Et donc la question c'est est-ce que, malgré le fait de voir apparaître sur mon moniteur un chiffre de pression artérielle moyenne correct sous noradrénaline, je ne suis pas en train de masquer une hypovolémie, masquer une bradycardie, en tout cas ne pas traiter une bradycardie, ou ainsi de suite, quoi. Et donc le message, c'est pas de problème à l'utilisation de la noradrénaline. En revanche, essayez systématiquement, en tout cas le plus tôt possible, de l'arrêter et de ne pas exposer le patient à l'administration d'un médicament dont peut-être il n'a pas besoin et pour éviter les effets indésirables de ce médicament, parce que c'est un médicament qui, et donc, comme tous les médicaments, peut avoir des effets indésirables. Alors, j'avais dit que c'était la dernière, mais j'en ai encore une petite dernière, posée par Thomas sur le chat. On voit très peu de titration de propofol lors de l'induction. Or, c'est une cause majeure d'hypotension. Qu'en pensez-vous? Alors, tous les hypnotiques sont une cause majeure d'hypotension au moment de l'induction. C'est vrai que le propofol, c'est vrai que tous les autres. Alors après, ça dépend comment on travaille. Évidemment, le propofol, c'est un médicament qui a un délai d'action qui est un peu long. Euh, la seule façon de le raccourcir, ce délai d'action, c'est d'accélérer la vitesse de son administration. Euh, et plus on va faire ça, plus on va prendre le risque de majorer l'intolérance, en tout cas sur le plan hémodynamique. Alors après, soit on le fait l'administration à la seringue, soit on le fait en évoque, et l'évoque, on peut le faire avec une titration, comme on le ferait d'ailleurs en discontinu à la seringue. Moi, je ne sais pas quelle est la meilleure façon d'administrer le propofol. Ce qui est sûr, c'est que euh, plus on va utiliser ce médicament chez des patients à risque de variation un peu importante de leur tonus vasculaire, plus il va s'agir de patients âgés, plus il va falloir diminuer les doses et ralentir la vitesse d'administration. Alors, je m'autorise une petite digression, mais vous avez probablement, comme moi, vu les résultats un peu troublants de l'étude INTUBE qui a été publiée dans le JAMA, alors qui était une étude qui avait vocation
à évaluer la façon dont les voies aériennes sont gérées chez les patients bénéficiant d'une prise en charge un peu en urgence. Donc, il n'y avait pas que de la réanimation, il y avait du bloc des urgences, enfin, il y avait les urgences, il y avait du bloc opératoire. Bon, je laisse de côté la question de l'airway. En revanche, il s'était intéressé également à la façon dont étaient gérés les hypnotiques et quels hypnotiques étaient administrés. Et parmi les hypnotiques administrés, il y avait évidemment le propofol. Or, le propofol, bien que ça soit une utilisation régulière dans les situations d'induction en urgence, bah, de façon non surprenante, c'était aussi le médicament pour lequel il y avait le plus d'hypotension artérielle. Euh, Expliqué entre autres choses parce que bah, dans ces situations particulières, on se retrouve à l'administrer de façon très rapide, le plus rapidement possible, contrôler les voies aériennes. Il n'y a pas 50 millions de façons de faire. Il faut accélérer la vitesse d'administration. Et si on fait ça, on majore les événements hypotensifs et d'altération du débit cardiaque. Donc oui, évidemment, le propofol, et comme d'autres médicaments, ça a des effets indésirables. Le plus important d'entre eux étant son mésusage. Et il n'est pas normal d'administrer le propofol en injection single shot. Effectivement, il faut savoir garder en tête que c'est un médicament qui a besoin de temps pour agir. Il faut garder ce temps-là, et donc l'administrer plutôt lentement et doucement. Donc la titration, c'est une très bonne idée. Ouais. Merci beaucoup, Emmanuel, pour toutes ces réponses, d'avoir passé du temps avec nous. Merci à Bon, tous c'était un d'avoir plaisir. assisté. Merci. Merci d'avoir assisté au lundi du rare numéro 33. Donc, je vous donne rendez-vous donc après l'été, le 8 septembre 2025 à 18 heures pour le prochain lundi rare. Nous recevrons la docteure Aurélie Gouel, qui est médecin anesthésiste réanimateur à la PHP. Elle nous présentera un match. Et qui est très gentille. Oui, elle est adorable. Elle est déjà venue chez nous. Elle nous présentera le match entre les deux curares, les deux poids lourds des curares, le Rocuronium versus Cisatracurium. Et on a le droit d'y assister parce que il y a bien débat là-dessus, effectivement. Ouais. Ouais, mais je t'enverrai le lien avec plaisir. Tu es dans la mailing list maintenant. Tu n'en sortiras C'est plus. gentil. Donc en attendant, bah, je vous propose tous de nous Merci à rejoindre tous. sur notre site internet www.art.bzh, sur nos réseaux sociaux, LinkedIn et Instagram. Je vous souhaite une bonne soirée, un bel été et à bientôt. Ciao, ciao, bonne soirée à tous. Et bon apéro. Merci.